Avec nous, vous êtes le ministre chargé des relations avec le Parlement. Pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Bonjour Sénat. Cyril. Bonjour Marcelo. Et bonjour Fabrice Wesser-Redon du groupe EBRA. Vous représentez l'Est républicain sur ce plateau ce matin. Bonjour Merci Cyril, d'être là. Votre interview, Marc Fesneau, sera retransmise sur les sites internet de toute la presse quotidienne régionale à partir de 10h30 ce matin. On passe à l'actualité. Nicolas Hulot était à la télévision hier soir. La crise était-elle évitable s'il y avait eu un accompagnement digne de ce nom, comme il l'a dit? Est-ce que vous retireriez quelque chose à cette phrase de l'ancien ministre de la Transition écologique? Enfin, moi, surtout que je crois que la crise énergétique, en sens général, la crise de la biodiversité, la crise de la dépendance des territoires au pétrole, elle était évitable depuis des années et personne n'a rien fait. Et donc notre responsabilité à nous, c'est pas de dire ce qu'on peut faire de mieux, c'est de faire mieux. C'est de faire en sorte que les réformes qu'on porte sur ce sujet-là, comme sur d'autres, elles fonctionnent. Je pense qu'il y a besoin d'un accompagnement qui soit puissant de l'État pour faire en sorte que ceux qui se retrouvent dans ces territoires-là en situation d'impasse puissent sortir de cette impasse. Je vais vous dire, il y a 7 ans, le prix du gasoil, il était à 1,50 aussi dans un territoire comme le mien. Je le sais d'autant plus que j'ai réinstallé une station-service. Donc j'avais un œil sur les prix du pétrole, puisque c'était moi, d'une certaine façon, qui fixais les cours. Et je l'ai vu à 1,50. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 7 ans pour éviter que les citoyens qui vivent dans ces territoires-là soient dépendants à ce point-là des prix du baril et donc finalement des monarchies pétrolières. Et puis il y a une deuxième chose que je voulais dire, c'est Nicolas Hulot, il a été un de ceux, pour moi, jeunes, qui a été un éveil à la conscience écologique. Et puis moi, comme élu local, j'ai appris aussi une chose, c'est que l'écologie, au-delà de l'éveil et de la prise de conscience des défis, il faut tous les jours se battre. Oui, parce que c'est conjuguer des intérêts contraires et une inertie qui fait qu'on a tous une difficulté à faire la transition. Et donc la responsabilité, c'est de faire la transition. Et moi, je retiens surtout ça, la nécessité de faire les transitions. Nicolas Hulot, hier à la télévision, dit 15 milliards d'euros. La fiscalité écologique mise en place au gouvernement rapporte 15 milliards sur le quinquennat. Alors pourquoi ne pas mettre beaucoup plus d'argent pour aider les plus démunis, les plus modestes, à justement changer de voiture? Alors je vais vous dire une chose. Quand vous êtes dans un territoire rural, parce que je crois connaître ces territoires ruraux, quand vous réimplantez un médecin, non pas à 30 km, mais à 5 km, vous favorisez la transition. Quand vous êtes un responsable public, quand vous faites ce qu'a proposé hier le Premier ministre, des mesures de réindustrialisation des territoires, vous évitez aux gens de se déplacer. Et tout ça, c'est une politique publique. Et tout ça, c'est de l'argent public qu'il faut. Et donc, la transition écologique, c'est pas simplement le fléchage direct pour changer sa voiture. Il faut accompagner plus puissamment, c'est ce qu'a d'ailleurs proposé le Premier ministre la semaine dernière, ceux qui sont plus en difficulté. Mais la transition, c'est une transition d'organisation des territoires. On va avoir une loi des mobilités. La loi des mobilités, va bien il falloir trouver du financement. Et donc, la fiscalité, vous voyez bien que quand on fait de la désertification médicale, alors qu'on croit qu'on est très loin de la transition écologique, on évite aux gens de se déplacer sur un territoire, et qu'est-ce qu'on fait? On leur rend du pouvoir d'achat, d'une certaine façon, en plus de leur rendre un service. Et donc, les moyens, ils ne peuvent pas être fléchés uniquement sur, par exemple, le changement de voiture. Il faut le mettre sur l'ensemble des dispositifs qui permettent aux gens de moins se déplacer dans les territoires. Marc Fesneau, est-ce que vous entendez que les gens ne peuvent pas comprendre aujourd'hui qu'on leur dise parce que vous allez payer votre essence, votre gasoil plus cher, il va être plus vert? Est-ce que vous pouvez comprendre que les gens aujourd'hui disent là, on nous prend de l'argent qui ne va pas aller directement à ça? Mais et qu'accessoirement, le gouvernement continue à tenir ce discours. Je crois, en tout cas dans les propos que je tiens là, et que je tiens depuis un certain nombre de temps d'ailleurs, avant même d'être ministre, je ne peux pas dire qu'on n'exprime pas cette, comment dirais-je, parfois cette incompréhension des citoyens. Mais la responsabilité des politiques, c'est pas de dire et de surfer ou sur les peurs, ou sur les craintes, ou sur les difficultés, c'est de les résoudre. Et donc quand je vous dis tout à l'heure que quand vous voulez aider les gens dans les territoires, et j'entends tout à fait ce que vous dites, c'est ce qu'on entend. Oui, non, mais ce que vous dites qui est le reflet, vous êtes un média, si je peux dire, au sens que vous êtes le reflet de ce que peuvent dire les gens sur les territoires. Il faut leur expliquer aussi que quand on essaie de rendre du service public localement, quand on essaie de réimplanter des activités industrielles, etc., c'est du pouvoir d'achat rendu parce qu'on se déplace moins. Et c'est vrai qu'on a besoin de faire une pédagogie, non pas une pédagogie pour convaincre, une pédagogie pour expliquer ce à quoi sert l'impôt. Alors demain, demain samedi 24, c'est l'acte 2 de la mobilisation, disent les Gilets jaunes, et avec un grand rassemblement notamment à Paris sur le Champ de Mars. Est-ce que vous craignez de nouvelles violences et des débordements? Ben oui, tout le monde les craint. Parce c'est minoritaire dans le mouvement, mais il y a des gens dans ce mouvement qui ont eu des actes de violence inacceptables. Alors notamment des élus La République En Marche. Oui, alors je voulais dire un mot. Menacés. Je vais vous dire, je suis très inquiétant quand dans une République, on va parler sans doute du Congrès des maires,
Moi, j'ai vu des maires et des collègues quand j'étais maire qui étaient parfois menacés par les citoyens. Et là, on a des députés qui sont menacés par des citoyens en colère. On a le droit d'être en colère, mais on n'a pas le droit de donner les adresses personnelles des parlementaires pour appeler parfois à la dégradation des domiciles même d'un certain nombre de parlementaires. Ça, c'est plus la République, ça c'est d'une certaine façon une forme de totalitarisme qui s'exerce. C'est une défiance du politique, peut-être aussi. Non mais, qui est une défiance du politique, c'est vous parlez, vous prêchez auprès d'un convaincu de cette défiance. Mais la défiance au politique, elle doit s'exprimer par la manifestation, elle doit s'exprimer par le contact que les parlementaires et que les élus locaux doivent avoir avec les citoyens pour comprendre et essayer de trouver des solutions. Mais il ne peut pas s'exprimer par la violence. Parce que la violence, c'est l'arrêt de la démocratie. Et donc, dans un état de droit, on ne supporte pas la violence. Christophe Castaner, à juste titre, a rappelé que tous ceux qui menaceraient des élus seraient en situation d'être poursuivis, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est incroyable. Enfin, je veux dire, comment vous pouvez imaginer qu'on puisse accepter que des gens viennent devant un domicile et menacer une famille? Parce que les parlementaires, les ministres, les élus locaux, ils ont des familles. Et ils sont responsables de quoi, finalement, tous ces gens-là? Et donc, je trouve que moi, j'appelle à la sérénité. Je crois que c'est très minoritaire dans le mouvement des Gilets jaunes, mais parfois, une minorité, elle porte quelque chose qui dévoie le message initial. Et donc, je pense qu'il faut que nous soyons intraitables avec ces gens qui agissent de la sorte. Et deux, moi, j'exprime vraiment la solidarité de parlementaires qui ont été très heurtés de voir circuler des choses, des appels à la violence. J'en ai eu quelques-uns et j'en contacterai d'autres aujourd'hui, parce que c'est des mouvements un peu perlés, si je peux dire. Parce que je comprends vraiment qu'on soit heurté quand vous voyez sur Facebook ou sur Twitter des gens qui appellent à la destruction de votre domicile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose quand même qui est inimaginable en République et en démocratie. Dans ce gouvernement, vous êtes plus proche de ceux qui sont des tenants, on va dire, d'une ligne dure, comme Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, ou de ceux qui, derrière Jean-Yves Le Drian, disent « il faut l'entendre, cette souffrance ». Vous êtes de quel côté? Est-ce qu'on ne peut pas être en même temps, dans cette affaire-là? C'est-à-dire, moi je serais toujours du côté de l'état de droit, et ce n'est pas la ligne dure, l'état de droit. L'état de droit, c'est ce qui fait qu'une démocratie fonctionne. Et donc, on n'accepte pas les actes que je viens d'évoquer. Et en même temps, ça c'est pour ceux qui franchissent les limites de l'état de droit, si je peux dire. Et puis, en même temps, il faut aussi écouter la colère, parce que c'est pas que ça, les mouvements des Gilets jaunes. Ça serait caricatural et ça serait dévoyer leur mouvement. Il y a des gens qui sont légitimement inquiets, parfois même en colère, parfois désespérés, et à qui il faut répondre. Donc, rappelez l'état de droit, parce qu'il ne peut pas y avoir d'action publique et d'action démocratique s'il n'y a pas d'état de droit de respecter. Premier élément. Et deuxième élément, essayer de résoudre le problème, c'est le sens des mesures qui ont été proposées et présentées par le Premier ministre la semaine dernière, et le sens de ce qu'on déploiera et ce que le Président de la République annoncera la semaine prochaine au travers de la programmation pluriannuelle de l'énergie et des lois mobilité. Oui, d'ailleurs, il y a des annonces qui sont prévues, on parle de discussion territorialisée, ça veut dire quoi? Il y a deux choses. Il y a cette affaire de transition écologique, c'est la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Enfin, c'est pas une loi, c'est une programmation, puisque c'est une affaire qui dépend du gouvernement essentiellement. Et deux, c'est la loi mobilité. La semaine prochaine seront présentées sur la programmation pluriannuelle de l'énergie les grandes orientations de la transition énergétique. Et donc, à ce moment-là aussi, c'est l'occasion de compléter le dispositif qui a été prévu pour le gouvernement. Avec des mesures fiscales sur le carburant? Non, mais c'est un tout, cette affaire-là. Il n'y a pas que les mesures fiscales. Il y en aura mardi. Non, je n'ai pas dit qu'il y aurait des mesures fiscales. Je vous dis qu'il y aura un paquet de mesures, de transition qui seront prévues. Et puis deux, il y a la loi d'orientation des mobilités. L'idée du gouvernement, on verra comment ça se déploie sur le territoire, c'est que nous puissions engager aussi un dialogue avec les territoires, parce que vous voyez bien que les sujets de mobilité et de transition énergétique, ils ne sont pas les mêmes dans la Creuse qu'ils ne sont dans le Nord ou qu'ils sont en Seine-Saint-Denis. Et donc il y a besoin aussi que l'ensemble de nos politiques, j'ai parlé de la démographie médicale, ça c'est dans le plan santé, mais l'ensemble de nos politiques, il faut les regarder avec le regard de cette transition qu'il faut qu'on mène, cette transition écologique. Et donc c'est l'ensemble des mesures font un tout. C'est des Grenelles délocalisées. On va regarder, le président de la République et le Premier ministre donneront les éléments la semaine prochaine, mais en tout cas c'est quelque chose qui relève d'un dialogue territorial. Je pense qu'on a besoin de dialoguer avec les citoyens, avec les syndicats, avec les corps constitués, et on a besoin aussi de discuter avec les collectivités locales. Sur la méthode, on a l'impression que c'est pas tout à fait arrêté, je me trompe? C'est en train de se caler, mais enfin c'est pas la question que ce soit pas tout à fait arrêté. L'idée est de travailler territorialement, on ne va pas asséner une méthode, je pense qu'aussi il faut le faire à la main des territoires et avec les collectivités locales. C'est Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement auprès du Premier ministre, qui est notre invité ce matin. Vous vous êtes rendu au Congrès des maires, bien sûr, qui a terminé hier soir. Alors, la grogne des maires, tout le monde en a parlé cette semaine. Est-ce que le discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui était devant eux hier après-midi, a été suffisant pour calmer cette grogne, Marc Fesneau? Mais croire qu'on va résoudre le problème des
des maires et des collectivités locales, qui est la sédimentation de plusieurs années de difficultés, d'incompréhension et de réformes. Pour certaines, d'ailleurs, la plupart des élus l'avaient plutôt soutenu, mais on en voit maintenant les conséquences. Croire que ça suffirait, non, mais je crois que le Premier ministre a pu rappeler ce qu'était la cohérence de la politique gouvernementale. J'ai entendu François Baroin, par une forme de miracle des congrès, trouver que le dialogue avait été renoué et que désormais tout irait sans doute mieux. J'en accepte l'augure et je trouve que c'est plutôt bien. Au moins, si le congrès a permis de se dire qu'après on se parlerait, on n'a pas perdu notre temps, ni les uns ni les autres, ni le président de l'association des maires, ni le gouvernement. Mais je pense qu'il y a un travail très long. Puis le président de la République, dans un exercice que je trouve très inédit de dialogue, on avait dit le président de la République ne veut pas dialoguer avec les maires. Rester 2 heures, enfin non, parler et échanger avec des questions directes des maires. Je parle de l'Élysée, puisque je parle du président de la République. La veille. Mais c'est pas la question. Plutôt Mais c'est pas la question de la forme qui est favorable. C'est quand vous vous retrouvez dans un congrès des maires, vous faites un discours, vous rentrez puis vous ressortez. J'ai pas dit que c'était un exercice facile. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a fait avec, comment dirais-je, la constance qui est la sienne de tenir les engagements du gouvernement devant les élus et de dire voilà ce qu'on va faire, parce que c'est pas toujours... Sans rien annoncer de nouveau. Les gens sont sortis en disant la forme est bien, mais il n'y a rien de concret, notamment sur la fiscalité des collectivités. Tout est reporté mais il n'y a rien de avril concret. 2019. Non, mais on a dit il y a 1 an ou il y a 6 mois que nous aurions un collectif budgétaire, si je peux dire, en avril 2019. On ne va pas devant le congrès des maires, sauf à les prendre pas au sérieux, les maires, en disant finalement on a décidé pour vous faire plaisir que c'est dans 2 mois. Enfin, je veux dire, on travaille sérieusement quand on est au gouvernement. Mais je pense que si on veut que les maires soient considérés comme des gens sérieux, on leur parle sérieusement et on leur vend pas des choses qu'on n'est pas capable de leur vendre. Donc oui, c'est au mois d'avril que les grandes orientations fiscales seront programmées, c'est normal, puisque c'est ce qu'on avait et c'est l'engagement qu'on avait devant les maires. Mais je voudrais juste finir en disant, le président de la République, comme le Premier ministre, sous des formes différentes, ils ont dialogué avec les maires et moi je pense que ce dialogue, on en a besoin parce que la grande crise qu'on a avec les collectivités locales, c'est pas la crise du gouvernement, c'est la crise de confiance entre l'État et les collectivités qui infuse, si vous permettez cette expression, depuis des années. Et c'est à ça qu'il faut qu'on réponde. J'étais interrogé hier au Sénat par une sénatrice qui me décrivait la situation apocalyptique des collectivités locales, ce à quoi je lui ai répondu que c'était son bilan. Parce qu'on a beau dire les choses, la vérité, c'est ça. Fabrice. Alors nous, notre responsabilité, c'est de résoudre les problèmes. On a quand même un climat, là. On a entendu la semaine dernière Jean-Yves Le Drian, poids lourd du gouvernement s'il en est, qu'on entend très rarement. Hein, c'était plus sur le côté Gilets jaunes. François Bayrou, dont vous êtes un proche, qui lui aussi dit au président de la République, attention, il faut écouter, il faut entendre. Bon, maintenant, vous avez fait le choix d'être dans le gouvernement. Vous n'êtes pas un peu écartelé, là, entre tous ces... Non, parce que je crois, alors peut-être que je ne vous donne pas cette image-là, mais je crois que j'écoute et que j'essaye de faire en sorte d'écouter ce que disent nos concitoyens. C'est à la fois défendre les mesures gouvernementales, on a choisi un cap. Il y a un certain nombre de choses qui sont portées par cette majorité depuis l'origine, puisque ça a été le contrat de mandature, si je peux dire. Et dans le même mouvement, si je peux dire, on a besoin d'écouter les gens et de percevoir ce qu'est la réalité d'impasse dans laquelle ils peuvent se trouver parce que les taxes, parce que le prix du carburant, parce qu'ils ont un emploi qui est trop loin de chez eux. Et donc ça, il faut écouter absolument. Et moi, évidemment, par construction intellectuelle et politique, je partage ce que dit François Bayrou, mais au-delà de ça, et Jean-Yves Le Drian, mais vous remarquerez que ceux qui s'expriment de cette façon-là ont aussi une approche territoriale parce qu'ils ont la connaissance de ce qui se passe dans les territoires. Je pense que la plupart des collègues sont dans la même situation. Et donc c'est ça qu'il faut faire remonter, nous, au gouvernement, et la majorité aussi, pour dire, attention, là on a une difficulté, il faut peut-être faire évoluer les dispositifs. Est-ce que ça veut dire que le président de la République, selon vous, n'avait pas pris toute cette mesure territoriale écoutez, moi, depuis que je suis ministre et que je siège au Conseil des ministres, je connaissais le président de la République avant, mais je trouve que le président de la République, comme l'ensemble du gouvernement, est assez lucide sur les enjeux et les situations, et sur la difficulté dans laquelle les gens peuvent se trouver face à des transitions comme celle-là. Marcelo Westred. Dans ce contexte-là, est-ce que ça a encore un sens de programmer la réforme de la révision constitutionnelle en janvier, alors que les gens sont en train de bloquer le pays sur des questions de pouvoir d'achat? Est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est l'urgence de parler de la réforme du Conseil économique et social et environnemental, etc.? Il n'y a pas que ça dans la... Alors il y a ça, hein. Vous avez raison, dans la révision constitutionnelle. Dans la révision constitutionnelle, il y a aussi quelque chose qui me paraît. Il y a des tas de choses de comment on fait mieux la loi et comment on la rend plus compréhensible par les citoyens. Et on a besoin de rénover notre démocratie parce que je pense que les crises qu'on a de confiance entre les citoyens et les élus, elles procèdent aussi d'une incompréhension. C'est le fond, ça. Mais sur le calendrier, est-ce que vous maintenez que la priorité, c'est de repasser ce texte en janvier? En politique, c'est pas mal le fond, moi, je trouve, de temps en temps. C'est-à-dire que on nous reproche trop à nous, politiques, d'être un peu sur la forme. C'est pas mal de faire du fond. Donc le calendrier ne bougera pas. Attendez, je finis.
Dans la révision constitutionnelle, il y a aussi la différenciation territoriale. On vient de parler des territoires, la capacité d'adapter les choses. Et donc moi je pense que le calendrier il est posé. On avait reporté d'ailleurs en septembre pour qu'on puisse faire pacte. C'est 10 jours de débat. Il y aura d'autres textes, il y a la programmation santé, la loi d'orientation des mobilités, on en a parlé tout à l'heure, l'énergie, etc. Donc ça n'entrave pas le travail sur les autres textes, même si je reconnais volontiers que ça ne va pas passionner forcément les foules. Mais c'est un intérêt concret pour les citoyens au final. C'est Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, qui est notre invité. Donnez-nous des petites précisions pour terminer sur cette station-service dont vous avez parlé en début d'émission, que vous avez installée vous-même en tant qu'élu. Il s'est trouvé, comme tous les territoires ruraux, que j'étais maire à l'époque et président de PCI, et j'avais un petit supermarché qui a fermé. Donc j'ai récupéré la station, rouvert la station, et donc la collectivité s'est mue en opérateur, c'est-à-dire qu'on achète du carburant au levant, et on a réimplanté une épicerie, une boucherie. Dans cette commune de 700 habitants. Comme quoi, ça c'était la meilleure façon peut-être de répondre à la désespérance de territoire. Parce que quand vous vous retrouvez dans un village où il n'y a plus rien, plus de station, plus de commerce, je comprends après qu'on ait envie de prendre des gilets jaunes. Vous voyez des élus comme ça, vous voyez des élus faire ça dans ce rôle-là. Que je vois, c'est ce que j'ai fait. Je pense que parfois la puissance publique doit se substituer quand il y a carence de l'initiative privée. Je pense qu'on a rendu service, pas moi, hein, avec les collègues, à ce moment-là, on a rendu service au territoire. Alors, vraiment 2 secondes, s'il vous plaît. Prochain rendez-vous électoral, les européennes, là, je pose la question à Marc Fesneau, l'européen. On parle d'Alain Juppé comme tête de liste. Oui. Écoutez, je ne suis pas dans le secret des un peu dieux, quand même. On verra, en tout cas, on a besoin de rassembler tous ceux qui pensent l'Europe de la même façon, parce qu'il faut à la fois la défendre lucidement, donc une ouverture. Comment ? Donc une ouverture sur Oui, mais on l'a toujours dit. Moi, je pense que au-delà des personnes, on a besoin de rassembler tous ceux qui portent le même message sur l'Europe, et c'est une bonne nouvelle si tout cela peut se rassembler. Merci beaucoup, Marc Fesneau. Vous êtes ministre chargé des relations avec le Parlement auprès du Premier ministre, d'avoir été notre Merci à vous. On passe tout de suite au débrief de l'actualité. Merci Fabrice Fesser-Renaud et merci Marcelo Westfred. Salut, le départ du ministre des Relations avec les parlements en direct, c'est formidable, ils passent derrière moi et font leurs entrées. Eh bien, Guillaume Doyen, qui est rédacteur en chef à la fois du Courrier des maires, mais également du... Directeur de rédaction. Directeur de la rédaction également de la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci Guillaume d'être là, d'être revenu dans la deuxième partie de notre émission. Et puis André Crétenant, vous êtes le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui nous diffuse sur ces 9 antennes à travers le monde, auprès de 200 pays 300. et territoires. 300 pays. Je veux dire 300 millions de foyers. Et 300 millions de foyers, ouais, c'était important de le dire. Merci André Crétenant d'être là. On démarre donc ce débrief à la fois de ce qu'a dit Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, et puis de l'actualité bien sûr, avec la prestation de Nicolas Hulot à la télévision. On a montré tout à l'heure un extrait dans la première partie de cette émission. Il assume tout, Nicolas Hulot, mais regrette une crise des Gilets jaunes qui, selon lui, était évitable, André Crétenant. Donc, une petite distance, voilà. Petite distance. D'ailleurs, Marc Fesneau n'a pas vraiment répondu à la question. Hein. Vous avez remarqué, il a plutôt parlé du fait que Nicolas Hulot était une idole de jeunesse. Moi, j'ai trouvé très intéressant cette apparition de Nicolas Hulot hier soir, dans la mesure où je pense que... Je fais plus de politique, mais je fais de la politique. Voilà, quoi. mais nous avons renoué avec notre héros. Voilà, il est... Non, c'est parce que vous l'avez vu à la télévision à 20h30. Exactement. Ouais. Il est à nouveau là, en pleine forme, plein d'indignation, et en fait, il est tel que nous l'aimons, ou tel que nous l'aimions. Mais je trouve assez paradoxal, effectivement, qu'il puisse être excellent dans ce rôle-là et pas très à l'aise dans le rôle de ministre. Mais je pense quand même, si on réfléchit un petit peu, que c'est un peu paradoxal quand même qu'une personnalité de ce type-là, avec justement sa conscience de ce qui est en train de se passer, ne puisse pas, dans le cadre d'un gouvernement, réussir à faire évoluer les choses. Donc il y a quelque chose là qui est un peu, je dirais, négatif pour la gouvernance d'un pays. Guillaume Doyen, ce que dit André Crétenant, ça veut dire quoi? Que, au fond, c'est plus facile d'être à la télévision, de paraître quand on n'est pas ministre et d'être intéressant pour les gens. C'est ce qu'il dit André Crétenant. C'est 2 boulots totalement différents. Être un très bon journaliste, un bon connaisseur de l'environnement, un lanceur d'alerte, il le faisait avec beaucoup de talent.
être ministre, c'est pas du jour au lendemain qu'on le devient. La politique, c'est dur. C'est peut-être ce qui est le plus dur. C'est là qu'on prend le plus de coups. Ça l'a épuisé, ça l'a harassé. Et regardez les ministres de la société civile, ils en parlent souvent. Pourtant, c'est pas des perdreaux de l'année. Et pourtant, ils le racontent comment c'est dur la politique. Donc, je pense pas qu'il faille mélanger les gens. Je pense qu'il était très bien. Et ce rôle-là lui convient très bien, le rôle actuel. Mais il accentue d'une certaine manière cette différence de perception qu'il peut avoir et que d'autres avec lui peuvent avoir, et la perception gouvernementale. Les gilets jaunes, là, comment peut-on sortir de cette crise? On a vu dans les derniers sondages qu'une majorité de Français étaient favorables au mouvement, au moins à leurs revendications. On voit des images quand même de blocage un peu partout dans le pays qu'on vient de voir il y a un instant. Il y a cette manifestation samedi au Champ de Mars. Est-ce que le gouvernement avait bien pris la mesure, au fond, de cette adhésion de l'opinion publique, cette adhésion des gens au fond, pour les revendications? Non, moi je ne crois pas qu'il avait pris la mesure. Voilà, tout cela l'a surpris. Il essaye de plaider la cause justement de la transition écologique, mais ça vient un petit peu tard. Vous avez vu que le président de la République annonce de nouvelles mesures mardi. Donc on peut s'attendre effectivement à des mesures de nature fiscale. Oui, les Français sont favorables, bien sûr, pas nécessairement au blocage des routes et à ces manifestations, mais d'une manière générale, ils expriment malgré tout le fait qu'ils en ont un peu ras-le-bol de l'ensemble des taxes. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est à quoi servent les impôts. Marc Fesneau l'a mentionné à un moment donné, c'est-à-dire est-ce que les citoyens, et en particulier ceux qui sont dans les territoires, est-ce qu'ils ont le sentiment qu'ils en ont pour leur argent? Ils payent des impôts, mais ils voient aussi leurs services publics disparaître quelque peu des territoires ou se dégrader. Deuxième thème dans l'actualité, Guillaume Doyen, c'est le Brexit. L'Union européenne et le Royaume-Uni s'accordent sur leurs relations futures avec une Theresa May, on l'a vu sur nos images il y a quelques minutes dans le Zap Monde, notamment de TV5 Monde, qui était devant les députés britanniques. Alors on a du mal à comprendre, ça se passe bien ou ça se passe mal? Ça se passe bien pour qui, les deux? Il n'y a pas de possibilité, il n'y aura pas de Brexit heureux, si vous voulez, dans l'affaire. Pour l'instant, c'est une crise politique majeure. On vient de parler. Il n'y a pas de divorce heureux, quoi. On vient de parler des Gilets jaunes. On a quand même tous ces pays-là qui vacillent, qui sont confrontés à des crises essentielles. Hein. C'est des crises qui touchent au cœur même de ce qu'ils sont. Donc la Grande-Bretagne, oui, elle va partir. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un gros échec pour l'Europe, énorme. Donc on peut s'entendre, est-ce qu'il y aura une frontière en Irlande, etc. Techniquement, finalement, on peut s'entendre. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on dit? L'Europe a perdu un pays. C'est quand même énorme par rapport à tout ce qu'on construit depuis 50 ans maintenant. Et maintenant, l'Italie, est-ce que ce sera le prochain? Vous voyez, si un sort, quel est le suivant? Voilà le souci qu'on a aujourd'hui. Le Brexit. Je ne crois pas vraiment qu'on puisse s'en satisfaire, mais c'est voté, et les Anglais, je pense, ont quand même la dignité de se dire, le peuple a voté, on le fait, même si c'est une connerie. Absolument. Justement, à propos de vote, André Crête-Nant, il y a un vote crucial au Parlement britannique le 11 décembre. Oui, alors, première surprise, Theresa May est toujours là. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, effectivement, c'est que l'accord lui-même est assez difficilement compréhensible. Hein. Il fait plusieurs centaines de pages. On ne comprend pas vraiment. Moi, j'ai essayé de décrypter ce qu'il y a exactement dans cet accord. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on gèle. On gèle un peu la situation. On se donne une année, voire 2 ans de plus, avant de trouver... C'est un Brexit light. C'est un faux Brexit, c'est un Brexit light dans la mesure où on prolonge un petit peu la question de la liberté de circulation des personnes, des marchandises, etc., en attendant de trouver un véritable accord, si on doit trouver. Mais de toute façon, c'est un accord qui ne satisfait personne, ni ceux qui souhaitent un Brexit pur et dur et qui permettrait au Royaume-Uni d'avoir un certain nombre d'accords indépendamment de l'Europe, de se détacher des contraintes douanières et commerciales de l'Europe, et ça ne satisfait pas non plus ceux qui évidemment souhaitaient rester dans l'Union européenne, et en particulier les Irlandais. Travailliste, Jeremy Corbyn, qui aspire à devenir Premier ministre, lui, sur ses relations futures, il dit que c'est du blabla. Total. Jeremy Corbyn souhaite surtout qu'il y ait à nouveau des élections générales. Donc la difficulté aussi au Royaume-Uni, c'est que beaucoup se prononcent non pas tellement en fonction de ce qu'il y a dans l'accord, mais en fonction de leur agenda politique et de leurs ambitions politiques. Pour terminer, je tourne vers Guillaume Doyen sur cet aspect du Brexit. Pour les élus, on était dans les Hauts-de-France en direct il y a quelques semaines avec Xavier Bertrand notamment, qui prédisait une catastrophe
les camions qui, évidemment, ont un embouteillage sur des kilomètres, avec évidemment ces problématiques douanières qui vont ressurgir, qui n'existent plus aujourd'hui, au fond, qui existent beaucoup moins. Oui. Alors, vous qui étudiez ça de près, hein, vous dirigez la rédaction de la Gazette des communes, est-ce qu'on y est préparé, au fond? Est-ce que la France y est préparée? Est-ce que les zones en France les plus touchées, qui pourraient être les plus touchées, sont préparées? Oui, singulièrement le Nord, le Pas-de-Calais, que vous avez cité, et aussi un peu la Normandie, si vous voulez. La Normandie, effectivement. Pas encore, ça a été identifié comme un point, comme un abcès majeur. La circulation va être bloquée, en fait, elle va être extrêmement ralentie. Alors peut-être pas là tout de suite, mais enfin si ça continue certainement. Donc il faut créer des grandes zones de parking. Eurotunnel, non, j'y pense comme ça. Eurotunnel, non. Ça suffira pas. De toute façon, ça va accentuer le contrôle, si vous voulez, et nécessairement, ça va provoquer une certaine difficulté et des embouteillages et du ralentissement du trafic économique. Et pour les Français qui travaillent à Londres, il y en a beaucoup. Ils aiment Londres, il y en a beaucoup. Oui. Vous le savez, André Crétenant, Oui, vous oui, diffusez TV5 Monde à Londres. Oui. Quelles conséquences de tout ça, au fond? Pour l'instant, pas trop de conséquences, et notamment dans l'accord, il y a un certain nombre de dispositions qui font que les expatriés, les Français à Londres ou les Anglais en France devraient garder leurs droits, en tout cas provisoirement. Non, moi je pense qu'on va trouver des solutions pragmatiques à ce genre de problème, mais on entre quand même dans une ère d'insécurité. Voilà, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, et tout ça évidemment n'est pas très bon pour l'économie du Royaume-Uni et de l'Europe sans doute. Merci André Crétenant, vous êtes le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire, qui nous diffuse dans 200 pays, 402 millions de foyers sur ses 9 antennes. Merci. Et merci Guillaume Noyen, vous dirigez les rédactions à la fois de la Gazette des communes, des départements et des régions, et du Courrier du maire qu'il faut regarder, il faut aller voir sur le site internet, notamment concernant le congrès des maires de France qui s'est terminé hier. Merci d'avoir été notre invité ce matin. On passe, si vous le voulez bien, tout de suite au Zap Matin. C'est l'essentiel de l'actualité politique, de ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, dans les émissions politiques. C'est le cas de Nicolas Hulot, bien sûr, sur France 2, mais aussi dans les matinales d'infos ce matin. On regarde ça ensemble, on se retrouve après. À tout de suite. À partir du moment où je restais, je cautionnais les choses. Je cautionnais pas un mensonge conscient, mais une forme de mystification. C'est-à-dire donner le sentiment qu'on était à la hauteur des enjeux. Et on ne l'était pas. Au pied de la Tour Eiffel, c'est le Champ de Mars qui a été choisi par les autorités. Il doit accueillir quelques 30 000 gilets jaunes. Le Champ de Mars répond probablement mieux que d'autres lieux dans Paris à ce critère. Oui, 24 hectares, il y a de quoi noyer une foule de plusieurs milliers de personnes. Cet axe, c'est vous qui l'avez inventé, vous l'avez proposé en 2007 à Nicolas Sarkozy. C'est pas très sympa pour des gens prestigieux comme Nicolas Stern, comme Joseph Stiglitz. C'est vous qui l'avez porté en France, alors on va dire. Je l'ai défendu avec beaucoup d'autres et je l'assume. Réponse immédiate des gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Et puis quoi encore? Ce n'est pas au gouvernement de décider qui doit manifester et où on doit manifester. Mais je l'assume à partir du moment où on la met en œuvre avec une dimension et un accompagnement social digne de ce nom. Voilà. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui a manqué. On va pas aller à cet endroit-là, non. Je ne sais pas d'où vient cette information, mais c'est absolument pas le cas. Et un communiqué sera fait demain pour signifier le programme de la manifestation. Ce sera certainement, oui, autour de l'Élysée de toute façon. Voilà. Donc il y aura un bouclage qui empêchera de toute façon les manifestants. Un bouclage de la place. Bien sûr, le périmètre ne sera pas accessible et donc il y aura des forces de l'ordre qui dissuaderont cette manifestation. Tout ne se décide pas à Paris. Ce qui a été mal vécu par nos concitoyens, c'est des sujets imposés comme les 80 km/h. Je l'avais dit, je pense que ce sujet des carburants, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous payons l'addition aujourd'hui. Une quarantaine de gilets jaunes s'est donné rendez-vous devant cette maison pour manifester. La cible, c'est la députée En Marche de la circonscription. Sur les réseaux sociaux, les membres du mouvement diffusent les adresses des élus de la majorité. La solidarité aujourd'hui, ça n'est plus une option. Parce que les exclus ont vu sur les inclus et ils ont à juste titre une aspiration à l'équité. Et la fiscalité n'est pas équitable. Voilà. Et le président de la République l'a annoncé, il y aura un débat sur l'ensemble du territoire pour répondre au plus près du terrain aux défis énergétiques et pour que la population s'empare elle-même du débat. Personne n'est aveugle et tout le monde est bien conscient de la situation qui est celle dans laquelle Emmanuel Macron a été élu président de la République, où 2 tiers de nos concitoyens ont rejeté et ont éliminé du premier tour les 2 partis qui avaient dirigé le pays pendant 40 ans. Voilà le Zap Matin de Christophe Combarieux. Voilà, dans un instant, c'est la 3e partie de notre émission
en direct. Je vous y retrouve dans un instant. A tout de suite. Troisième partie de notre émission.